Ok. Merci beaucoup pour cet accueil. Alors, bien que l'Agence sanitaire et sociale subventionne l'association médicale, c'est pas pour ça qu'on est invité aux soirées, hein, c'est parce qu'on a quelques petits sujets à vous présenter. Alors, qu'est-ce que c'est l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie pour ceux qui ne la connaissent pas très rapidement? Alors, attendez, c'est comme ça, voilà. C'est un établissement public qui est financé par des taxes et des contributions de toutes sortes. Et ce budget sert à financer l'accès aux soins à travers les comptes sociaux, l'investissement hospitalier, mais aussi à financer des enquêtes, et je vais vous présenter quelques chiffres ce soir, et surtout des programmes de promotion de la santé, donc de la prévention, des dépistages, de l'information, de la sensibilisation et de la communication. On a 8 programmes thématiques à l'agence sanitaire. La dictologie, le diabète, les cancers féminins avec des dépistages organisés, de la vaccination anti-HPV, la santé sexuelle, la santé orale, la prévention de la surcharge pondérale, le rhumatisme articulaire aigu, la tuberculose, je regarde Dominique, j'ai oublié personne. Et donc on agit pour la santé, bien sûr c'est dans une notion globale de bien-être et d'amélioration de l'état de santé. Et pour ça, on n'est pas très nombreux, on n'est que 45. Quand vous enlevez l'équipe de direction et le support administratif, ça fait à peu près 40 personnes qui sillonnent l'ensemble du territoire calédonien. Donc des professionnels de santé, mais pas que, des chefs de projet, des personnels qui vont faire du social aussi sur la province nord. Et donc pour ça, on mène des actions de terrain. On émet des recommandations, surtout on transmet des recommandations en promotion de la santé. Et puis on accompagne les professionnels qui viennent vers nous, que ce soit des professionnels du secteur de la santé, mais surtout des secteurs autres, parce qu'ils sont précieux pour nous. Ça va être le secteur de l'enseignement, de la formation, de l'emploi, pour faire en sorte que la promotion de la santé soit partout et pour tous. Alors, qu'est-ce que c'est une maison sport-santé? Parce que l'Agence sanitaire et sociale a été récemment labellisée maison sport-santé. En fait, c'est une entité qui peut être soit un établissement public, soit même une commune ou une association, et qui a été reconnue par le ministère du sport, de la santé et des JO et des JO paralympiques, pour amener le plus grand nombre de personnes à intégrer dans leur vie quotidienne une activité physique selon les recommandations qui sont émises par les instituts nationaux ou internationaux. Comment on fait ça? On le fait avec des professionnels de santé et du sport, parce que la vocation première des maisons sport-santé, c'est d'incarner le sport sur prescription. Et on le fait pour des personnes qui sont en bonne santé et qui souhaitent reprendre une activité physique ou intensifier leur activité physique, mais sans se créer de nouvelles problématiques de santé, et pour des personnes surtout qui souffrent de maladies chroniques pour lesquelles on connaît, et je vous les rappellerai à la fin, les bienfaits de l'activité physique quotidienne. Et surtout, il faut que cette activité physique, elle soit adaptée, sécurisée et donc encadrée par des professionnels qui sont formés pour ça. Donc, c'est les professeurs d'activité physique adaptée. C'est un cursus spécifique et spécialisé des cursus STAPS. Il y a plus de 500 maisons sport-santé sur le grand territoire français, dont quelques-unes dans les DOM-TOM et une seule en Nouvelle-Calédonie, c'est celle de l'Agence sanitaire et sociale. On a été labellisé en janvier 2022, donc nos objectifs, c'est de favoriser l'activité physique dans le quotidien des Calédoniens. Donc vous voyez sous l'acronyme favoriser tout ce qu'on se promet de faire. Donc de promouvoir à tous les âges de la vie, de lutter contre la sédentarité qui commence à grignoter et à devenir un des facteurs de risque, des déterminants de santé les plus importants et les plus nocifs. Et puis de faciliter à terme, parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, l'activité physique sur prescription. Alors pourquoi on veut faire de l'activité physique en Nouvelle-Calédonie? Parce que finalement les Calédoniens ils se sentent bien, ils s'estiment en très bon état de santé.
Donc ça, ce sont les chiffres, je vais vous dérouler quelques petites diapos là-dessus, ce sont les chiffres du baromètre santé adulte qui a été réalisé en 2021 et 2022. C'est une enquête territoriale qui est renouvelée tous les 5 ans, qui est faite sur une cohorte randomisée, qui est tout à fait représentative de la Nouvelle-Calédonie et de la population calédonienne sur les 18-60 ans. Et elle est faite depuis cette nouvelle enquête sur la base de la méthodologie STEP de l'OMS. Donc on a suivi un cahier des charges qui est très rigoureux et qui est basé sur un volet déclaratif par les personnes et puis un volet observationnel avec des mesures biologiques et des mesures cliniques qui sont faites sur les personnes. Donc les gens s'estiment en très bon état de santé, 70% des Calédoniens se sentent très bien, ils vont bien. Et notamment, ils sont très actifs parce que plus d'un Calédonien sur 2, surtout les hommes, sont très actifs, ils font au moins, d'après eux, une activité de forte intensité au moins 3 fois par jour, 3 jours par semaine, pardon. Et ils ont 7 jours ou plus de combinaison d'une activité qui est relativement intéressante pour la santé, comme des activités d'intensité modérée qui vont quand même créer un essoufflement et une accélération du rythme cardiaque et donc un renforcement de toute la chaîne musculaire. Donc ça, c'est le déclaratif. Ça paraît assez étonnant, parce que derrière ça, on a aussi quand même des Calédoniens qui sont, à l'inverse, assez sédentaires devant leurs écrans. Donc pour les adultes, ça représente en moyenne 2h40 par jour de stagnation devant un écran, en dehors du temps de travail. Donc quand on cumule tous les emplois qui sont quand même administratifs, qui bougent pas beaucoup, qui mettent pas leur warning toutes les 30 minutes pour se lever et faire 3 pas, ça fait pas mal de sédentarité. Ça fait bien sûr des troubles musculo-squelettiques et donc on trouve que quand même il y a peu de gens qui se sentent en activité physique insuffisante. Alors je prends mes binocles parce que je vois pas tout. Et donc, qu'est-ce que ça peut nous indiquer, en fait, cette incohérence ? Il y a plusieurs études qui montrent que, entre ce qui peut être au dos déclaré par les personnes, notamment une étude qui a été faite au Canada, et puis ce qu'on peut mesurer, il y a des gaps. Alors, soit on va questionner la réalisation de l'enquête. Alors on va toujours nous dire oui, mais c'est le déclaratif, est-ce que vous êtes sûr que les gens disent la vérité, est-ce que vous leur avez mis la lampe comme ça pour qu'ils disent la vérité? Nous on se base sur une méthodologie, je vous dis, qui est quand même fiable, c'est celle de l'OMS, mais ces gaps ils peuvent être surtout expliqués par le fait que les gens ils ont raison, ils sont actifs, mais en fait ils sont actifs dans leur représentation de ce qu'est l'activité. Et quand ils disent que l'activité, elle est intense, ils ont raison, ils la ressentent comme une activité intense. Mais en fait, ces gens, ils sont tout simplement déconditionnés à l'activité physique. Donc eux, quand on leur décrit ce que c'est les signes, l'essoufflement, la rougeur, la sueur d'une activité intense, ils le ressentent. Mais c'est pas ce que nous, on considère comme une activité intense. C'est qu'en fait, ils ne sont plus du tout adaptés à cette activité. Donc ça va peut-être nous amener dans les années futures à revoir ces critères de description qui vont plus pouvoir juste être par le prisme de la personne et de son ressenti, et d'aller peut-être investiguer des choses qui vont être plus observationnelles sur ce que fait vraiment la personne en termes d'activité. Et donc, bien sûr, ça nous étonnait un peu quand même que les gens soient si actifs, parce que finalement, ils sont quand même toujours un peu en surpoids et pas mal obèses. Donc, je ne sais pas si vous les avez entendus, ces derniers chiffres, mais on reste à peu près sur les chiffres de 2015, parce que je vous dis qu'on fait les études tous les 5 ans. Donc là, vous avez les références de 2015, 38% d'obésité, ok, identique. Les femmes, un peu plus que les hommes. Et puis, quand on ajoute le surpoids, ça nous fait déjà 2 Calédoniens sur 3 qui sont au-dessus des normes de l'IMC. Et puis quand on va sur l'obésité abdominale, là on est à 1 Calédonien sur 2 qui est en situation d'obésité abdominale, avec 2/3 des femmes. Autre conséquence, les maladies.
Donc là, c'est sur ces deux aspects que là, c'est pas du déclaratif. On n'a pas demandé aux gens est-ce que vous vous sentez obèse ou pas, bien que la question soit intéressante, parce que quand on leur pose la question, là encore, il y a une petite différence entre ce qu'ils pensent et ce qu'on observe. Donc là, je vous remets juste le truc de l'obésité. 49% des adultes se trouvent en poids normal, 39% se sentent en surpoids, 5% se sentent obèses, enfin se trouvent obèses. Voilà. Et donc quand on va après sur les maladies, on a observé un pourcentage de diabète avec le cumul de ce qui était déjà déclaré et connu par les personnes, avec ou sans traitement. Et puis du diabète qui a été dépisté par le biais de l'enquête, donc ça a aussi servi à ça, cette enquête. Et des situations de prédiabète, à peu près 11% des adultes, donc dans la tranche d'âge 18-60 ans, qui sont en situation de diabète déjà installé ou de prédiabète. Et puis sur les maladies, sur le risque cardiovasculaire, il était identifié avec l'âge, le fait d'être fumeur, la mesure de la pression artérielle systolique, la mesure du cholestérol, le dépistage du diabète et la présence d'une maladie rénale connue. Donc là, on est à un tiers de personnes qui sont déjà en situation de risque cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la maison Sport Santé? Alors, pour tous ces chiffres, je vous invite à soit consulter notre site internet santépourtous.nc sur lequel vous avez le rapport complet des données du baromètre santé. Alors là, vous pouvez vous faire plaisir, il y a des pages et des pages de chiffres. Et sinon, à venir le 27 avril à l'Université de la Nouvelle-Calédonie à 18h30, puisqu'il y a une présentation en amphi de tous les résultats, enfin pas tous les résultats, mais on va faire le plus intéressant du baromètre santé adulte qui est le plus récent, qui est sorti en 2022. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la maison Sport Santé? On fait des choses à la mesure des moyens dont on dispose, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'être cohérent avec la situation actuelle. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que les gens se remettent en mouvement. Donc, on essaie de les mettre en lien avec ce qui existe dans leur entourage pour qu'ils accèdent à un créneau d'activité physique qui soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il est encadré par quelqu'un dont on sait qu'il a une formation qui permet d'accueillir des personnes qui vont potentiellement avoir des problématiques de santé. Il est abordable, voire gratuit. Donc là, c'est un créneau gratuit qui se situe à Koné, c'est du FitK, c'est un espèce de fitness. Voilà, donc vous voyez les exercices. Et ça, c'est en ligne. C'est mis à jour en live. On a pour l'instant 60 créneaux qui sont sur l'ensemble du territoire. Pourquoi que 60? Parce qu'on ne prend pas les créneaux privés, on ne prend pas les choses, on n'est pas là pour faire de la publicité pour les sociétés qui font des bénéfices. On a des activités qui sont recensées, qui sont payantes, mais relativement peu chères. Et puis, ça va être augmenté petit à petit. Il y a différentes entrées possibles pour aller chercher un créneau selon son âge, ses préférences d'activité ou éventuellement, je crois même, femmes ou hommes, s'il y a des créneaux qui étaient plutôt dédiés, puisqu'il y a des sports qui sont plutôt féminins, je crois. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On crée des outils lorsqu'on nous les demande, c'est-à-dire que le but, c'est pas de se faire plaisir et puis d'imaginer à l'infini des supports, mais en fait, ça, je vous les ai mis parce que c'est l'exemple de notre action d'Octobre Rose 2022, qui s'est faite sur l'ensemble du territoire et pour laquelle on a eu vraiment beaucoup d'actions. Et les personnes sur le terrain étaient un petit peu démunies par rapport à notre thématique. C'était l'activité physique, la prévention du cancer,
les rémissions, éviter les rechutes et puis conserver quand même une sociabilité, un relatif bien-être, on va dire. Et pour ça, je vous l'ai dit, on n'est que 40. On ne peut pas être derrière toutes les actions. Et il y a quand même beaucoup de personnes de bonne volonté en Nouvelle-Calédonie qui veulent agir à leur niveau. Donc on leur crée des outils clés en main, voire des tutos pour qu'elles puissent, elles, dispenser des informations qui sont fiables. Et après, éventuellement, si derrière il y a un professeur d'activité physique ou un professionnel de santé, il va pouvoir compléter. Sur la droite, ce sont des fiches qui ne sont pas encore sorties. Elles seront à la disposition de tout le monde. C'est des fiches thématiques qui vont faire la promotion en face A des bienfaits de l'activité physique selon, là les thématiques, c'est qu'on ait un problème avec des addictions, qu'on soit une femme. Et en face B, il y aura un exemple concret d'activité à mettre en place. On fait aussi des sensibilisations dans différentes situations. Alors l'agence a ouvert des créneaux qui s'appellent bilan de la condition physique dans ses murs et qui vont bientôt être itinérants sur l'ensemble du territoire et on va notamment former des personnes pour les faire. Alors ces bilans, ils ont été créés par un groupe de gens qui sont très compétents pour le faire et je suis pas du tout compétente pour l'expliquer. C'est une roue en 8 ateliers qui vont être de la souplesse, de la force. Il y a même un élément sur la motivation. Ça dure à peu près 20 minutes et quand la personne ressort, elle part avec ce schéma et elle voit quelles sont ses marges de progression. C'est un peu ce qu'on voit aussi sur les progressions pédagogiques pour les enfants. C'est très visuel. On l'a fait dans toute situation. Ça marche très bien. Les gens, ils ressortent avec un levier de motivation assez important parce qu'ils vont tout de suite avoir un objectif chiffré, mais très rapide, très simple. Je marchais presque jamais, je vais marcher. Je montais jamais les escaliers, je vais prendre les escaliers. J'ai des problèmes de souplesse, et tout simplement, je vais faire des assouplissements. Et donc, c'est la technique des petits pas. L'objectif, c'est pas de leur dire inscrivez-vous en salle, faites du muscle, prenez des protéines. Et là, vraiment, on n'a pas forcément besoin d'une expertise très poussée. Le but, c'est quand même juste de discuter avec les personnes, de les amener à identifier où elles sont pas très actives. Qu'est-ce qui pourrait les amener à être plus actives? Quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a un des ateliers qui est quand même aussi la mesure de l'IMC avec une prise de poids. On ne va pas jusqu'à l'impédance quand même. Et puis de les adresser, donc on va le mettre en place que dans les territoires dans lesquels on sait qu'il y a des supports derrière pour récupérer les gens et les accompagner vers une activité physique sécurisée toujours et adaptée à leurs besoins. Alors, oula, c'est un petit peu petit mon truc, ça va pour les yeux ou non? Je vais essayer de vous le grossir un peu. Donc, quels sont les bienfaits de l'activité physique? Il y en a vraiment beaucoup. Alors, hop, je repasse comme ça. C'est mieux? Oui. Bon, ça c'est facile. De toute façon, vous aurez, je suppose, le PowerPoint, mais vous pouvez le trouver facilement sur Internet. À tous les niveaux, et notamment par rapport aux problématiques qu'on connaît en Nouvelle-Calédonie. Quand on parle de surpoids et d'obésité, d'après l'INSERM, en prévention primaire, on a une réduction d'1/4 du risque d'obésité chez les adultes. Une fois que l'obésité est installée, forcément, on va avoir une action sur le pourcentage de masse grasse, sur le tour de taille. On a aussi des effets bénéfiques dans la lutte contre la sédentarité, bien sûr. Et chez nous, il faut savoir qu'il y a 7 jeunes sur 10 qu'on peut considérer comme sédentaires parce qu'ils passent en moyenne plus de 2 heures par jour devant un écran en dehors de tout le temps scolaire et tout le temps où ils sont déjà relativement figés sur une chaise. Donc ça fait quand même beaucoup d'heures dans la journée.
un effet bénéfique et de prévention et de réduction des impacts sur les troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir que 80% des maladies professionnelles, d'après les chiffres de la CAFAT, sont liées à des troubles musculo-squelettiques, notamment poignets, mains, épaules, coudes. On a des effets contre la dépression. En Calédonie, 10% des adultes ont déjà fait une tentative de suicide et 10% des jeunes aussi ont eu des idées suicidaires ou fait une tentative de suicide. L'activité physique en prévention primaire, elle a une réduction réelle de l'incidence des TS. Elle a une réduction dans les cas de dépression, des symptômes dépressifs et des rechutes. Dans le diabète, Dominique pourra vous en parler beaucoup mieux que moi, mais bien sûr en prévention du diabète, et puis une fois que la maladie est installée, réduction du risque de mortalité, amélioration de l'équilibre glycémique. Alors bien sûr, ce que j'oubliais de dire, c'est que l'agence sanitaire et sociale, c'est la maison sport santé, c'est aussi centre d'éducation auquel vous pouvez adresser vos patients diabétiques, et que bien sûr, tout cet axe activité physique, il fait indéniablement partie de l'éducation thérapeutique. Et puis, sur les maladies cardiovasculaires, réduction aussi d'un quart de l'incidence des insuffisances cardiaques en prévention primaire. En prévention secondaire, augmentation de la qualité de vie, diminution de la pression artérielle, diminution de la mortalité globale et des hospitalisations. Et puis, voilà, plein d'autres conséquences bénéfiques de l'activité physique. Elles sont, je trouve, bien illustrées ici. Elles sont surtout très bien sourcées. Donc, ce visuel, il est comme ça assez touffu. Mais bon, là, ça se voit pas très bien avec l'écran. Il y a toutes les références et c'est vraiment que des références hautement fiables. Alors, un dernier petit mot pour vous dire que l'objectif à terme de la Maison Sport Santé de la Nouvelle-Calédonie, c'est donc de mettre en place ou de faciliter la mise en place sur le territoire du sport sur prescription. Et on en est où par rapport à cette situation-là? Donc ça, c'est un petit point législatif, on va dire. Au niveau de la santé, on est pas mal. C'est-à-dire qu'on a eu des évolutions des textes qui sont assez récentes. Si vous voyez, il y a des petits malins qui ont bien travaillé pendant le Covid. Ils ont fait passer des textes au Congrès qui sont plutôt intéressants parce qu'en fait, on a quand même des textes qui proposent, enfin qui instaurent que dans le cadre d'un parcours de soins, des patients qui ont une maladie d'une affection de longue durée peuvent bénéficier d'une prescription d'activité physique adaptée à leur pathologie et que ces activités sont prévues dans une délibération qui a été votée. Et notamment, on a la liste des pathologies pour lesquelles cette prescription peut être faite. Non, pardon, la liste, elle est dans l'arrêté, donc c'est celui-là qui est en attente. On a la liste de ce qui peut être prescrit, comment, à qui, et comment se fait le circuit entre le médecin et la personne qui prend en charge au niveau de l'activité physique, le patient et le patient. Les éducateurs sportifs agréés, ils sont déclarés au niveau de la direction de la jeunesse et des sports. La liste est bien tenue, elle est bien connue et on en a sur le territoire. Donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est de l'autre côté, c'est du côté du sport, mais on ne va pas leur en vouloir. Ils n'ont pas réussi à faire passer les choses aussi rapidement que du côté de la santé. Et donc on reste en attente de la reconnaissance de cette professionnalisation de l'éducateur sportif adapté et de l'encadrement de l'activité physique dans le cadre de la prescription. Bon, un autre petit point qui n'est pas législatif, c'est quand même la prise en charge, qui n'est pas encore prête. Donc là, on va tomber dans le côté gros sous qu'on connaît tous, et forcément, il faut qu'il y ait une prise en charge, parce qu'il ne suffit pas de dire aux médecins qu'ils ont le droit de prescrire, ça ils le savent jusque-là. Aux éducateurs sportifs qu'ils ont le droit de faire leur travail, ils le savent aussi, mais forcément, il faut que le patient derrière, il ait une prise en charge pour ce circuit-là.
Et donc, une fois qu'on aura levé ces petits blocages, on travaille déjà, enfin, il y a tout un travail a été fait sur des outils très concrets, sur les guides de prescription. Enfin bon, la base est faite. Les professionnels seront informés dès que ce sera vraiment opérationnel. C'est quelque chose sur lequel on nous questionne quand même assez souvent. C'est un dispositif qui existe en métropole depuis un petit moment, qui n'a pas encore bénéficié d'une évaluation. C'est quand même des effets à quelques années de recul. Et on regarde ça de près. Alors, pour en savoir plus, si ce sujet vous intéresse, vous avez des supports qui sont très pratiques, comme le référentiel de la HAS et un webinaire qui est assez récent. Le site qui s'appelle Sport Santé Click, il faut juste que je cherche qui vous permet de trouver des supports aussi, un guide d'aide à la prescription, des algorithmes pour savoir, pour définir quoi prescrire, et pour les professionnels du sport aussi, vérifier quelles sont les contre-indications aux activités qu'ils pourraient proposer. Donc c'est vraiment des deux côtés, celui-ci. Et puis le Vidal, qui a mis en place ce médico sport santé. Donc je vous invite à aller regarder, à poser vos questions à l'agence sanitaire et sociale si vous en avez, en passant par le mailing sportsanté@assnc. Qui arrive directement dans notre maison sport santé, et si la question est plutôt médicale, on renverra vers un médecin de l'équipe, et sinon c'est la coordinatrice de la maison sport santé, Caroline, qui devait être avec moi, mais qui bien évidemment a la grippe. Je vous remercie pour votre attention. Donc, on va vous parler ce soir de... Ça marche? Vous entendez? Oui. Des rapports entre la médecine et le milieu aéronautique. C'est quelque chose que vous êtes tous amenés à rencontrer, parce que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'aéronautique en Nouvelle-Calédonie. Vous avez les professionnels, les pilotes, et vous en avez aussi qui font de l'aéronautique leur loisir. Donc, forcément, en tant que médecin généraliste, vous serez amené à rencontrer ces gens-là. Alors, oui. Quelle est la finalité de la médecine aéronautique? C'est de contribuer à la sécurité du transport aérien. On sait maintenant que lorsqu'il y a un accident aérien, dans 80% des cas, il s'agit d'un accident qu'il y a un facteur humain, et ce n'est que dans 20% des cas que c'est une défaillance technique, parce que maintenant on sait que les machines sont de plus en plus fiables. Donc, la phrase clé, c'est que le pilote doit être exempt de tout risque d'incapacité, même temporaire. C'est-à-dire qu'à tout moment, il doit pouvoir être en mesure de maîtriser son appareil. La médecine aéronautique est une médecine à normes, c'est-à-dire que les gens qui sont amenés à faire une activité aéronautique doivent répondre à certaines conditions qui sont définies de façon très précise. Ce sont des normes. Par exemple, pour parler ophtalmo, quelqu'un qui a une myopie supérieure à 6 dioptries ne peut pas monter dans un avion. C'est pas bon? Bon, alors, quelles sont les différentes activités aéronautiques dont on peut parler? Ça peut concerner les professionnels, hein, et ces gens-là vont être soumis à une aptitude médicale que l'on appelle de classe 1. Alors ça peut être bien sûr les pilotes de ligne, mais également les pilotes d'hélicoptères et
les professionnels sont définis par le fait qu'ils font du transport aérien. C'est-à-dire que si vous avez un monsieur qui fait de l'hélicoptère pour soulever une grue sur une mine, il ne fait pas de transport aérien. Donc, théoriquement, il n'a pas besoin d'avoir une visite médicale de classe 1. Donc, transport aérien. Parmi les professionnels, vous avez également des gens qui travaillent dans les avions, qu'on appelle les PNC, personnels navigants commerciaux. Ce sont les hôtesses, les stewards. On les appelle souvent les cabin crew en anglais. Enfin, parmi les gens qui font une activité aéronautique en tant que professionnels, vous avez les ICNA. Les ICNA, c'est les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Ce sont des gens que l'on trouve à la Tontouta ou à Magenta. Ouais, Magenta. Donc, ce sont des gens qui ont un niveau ingénieur, qui ont un bac plus 5 au moins. Et puis, vous avez aussi les TS2EAC, techniciens supérieurs d'études et d'exploitation de l'aéronautique civile. Ce ne sont pas des ingénieurs, mais ce sont des gens qui ont une formation aéronautique et qui sont habilités à faire le contrôle aérien au niveau du terrain des aéroports. C'est-à-dire que si l'avion vole à 5000 mètres au-dessus de Nouméa, ce n'est pas le TS2EAC qui va s'en occuper, ce sera l'ICNA. Si quelqu'un fait un roulage sur la piste, ce sera plutôt le TS2EAC. Certains petits aéroports comme l'île des Pins, l'IFU, ne sont pas tenus par des ingénieurs, mais sont tenus par des techniciens. L'activité aéronautique, c'est aussi, et peut-être surtout, en ce qui vous concerne, une activité de loisir. Alors, quand on fait une activité de loisir, il peut s'agir c'est ce qu'on appelle les pilotes privés, d'avions ou d'hélicoptères. Et eux passent des visites médicales que l'on appelle de classe 2. Que ce soit les visites médicales de classe 1 ou de classe 2, ce sont des visites médicales qui ne peuvent être faites que par des médecins agréés par l'aviation civile. Donc pour revenir aux pilotes privés, vous avez des gens qui pilotent des avions, des hélicoptères, mais vous avez aussi des gens qui pilotent des ballons, pas en Calédonie, mais ça existe ailleurs. Hein. Il y en a, d'accord, j'apprends ça aussi. Des gens qui font du planeur, et alors des gens qui font de l'ULM. J'insiste un peu sur les ULM. ULM, ça veut dire ultra léger motorisé. Ce sont des engins volants qui doivent faire au maximum 500 kg et dont la vitesse de décrochage, c'est-à-dire que s'ils volent en dessous de cette vitesse-là, ils se cassent la gueule. Donc ça veut dire que c'est des engins qui ne peuvent pas aller à moins de 65 km/h. S'ils volent à moins de 65 km/h, c'est une pierre et ils se cassent la gueule. Donc ça, c'est les ULM. Alors, pour piloter un avion de tourisme, un hélicoptère, etc., il faut une visite médicale par des médecins agréés par l'aviation civile. Pour faire de l'ULM, eh bien, ce n'est pas nécessaire, ça reste le domaine du médecin généraliste. Et là, il y a un petit paradoxe, en ce sens que piloter un ULM, c'est aussi technique et aussi risqué que de piloter un avion. Vous avez des ULM effectivement qui volent avec un moteur de tronçonneuse, mais vous avez des ULM qui peuvent aller jusqu'en métropole. On a un collègue gynéco qui est allé à Paris plusieurs fois avec son ULM. Donc ce sont des véritables avions avec les risques inhérents à des engins qui vont vite, qui vont dans des situations parfois compliquées. Donc, pour piloter un ULM, il n'y a pas besoin de passer une visite médicale spécifique auprès d'un médecin aéronautique. Pour piloter un ULM, il suffit d'avoir un certificat de non-contre-indication qui est délivré par un médecin généraliste. Et il n'y a aucun texte qui définit les critères de contre-indication à pilotage en ULM. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est aussi risqué de piloter un ULM que de piloter un avion, peut-être même plus, parce que les engins sont moins puissants et vous n'avez pas la ressource de la machine pour corriger les erreurs humaines. Et bon. D'accord. Et donc, tout repose sur le médecin généraliste.
et la responsabilité lui incombe aussi. C'est-à-dire s'il fait un certificat de non-contre-indication au pilotage du LM à quelqu'un qui manifestement ne pouvait pas, ça peut se retourner contre lui. Et surtout lorsqu'il y a un accident, tout accident d'avion, vous avez ce qu'on appelle le bureau enquête accident qui intervient tout de suite. Et une des premières choses qu'il fait quand il y a un accident aérien, il vient saisir le dossier médical de l'intéressé. Et si on vient chez vous en vous demandant sur quels critères vous avez délivré votre certificat de non-contre-indication, vous avez intérêt quand même à avoir écrit quelques bricoles sur votre dossier médical, sinon vous pouvez être poursuivi et condamné de façon pénale. Comment ? Donc toute cette activité de visite médicale repose sur une réglementation. C'est quelque chose qui est assez ancien. Depuis 1918 en France, il y a une ordonnance ministérielle qui a fixé un corps de médecins de la spécialité aéronautique. Mais depuis 1918, ça a bien évolué. Et actuellement, les critères médicaux de santé pour pouvoir voler sont dérivés d'un organisme européen qui s'appelle l'EASA et qui fonctionne pour les 27 pays de l'Union européenne. Voilà. Et l'EASA a dicté une réglementation pour la sécurité aérienne dont il y a une part sur la formation des pilotes et ce qu'ils doivent faire pour voler correctement en toute sécurité, mais il y a aussi une grosse part qui est liée à l'état médical des pilotes, avec des items extrêmement bien détaillés, et on est très encadré, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, en ce qui concerne les pilotes professionnels, ils sont examinés dans ce qu'on appelle un AEMC, Aero Medical Center. Tous les cycles maintenant sont en anglais parce que l'Europe c'est l'anglais, même si l'Angleterre n'est plus dans l'Europe. Hein. Et des AEMC, vous en avez à Paris, vous en avez 2. Vous en avez un à Toulouse et un à Toulon. Ensuite, en Outre-mer, vous en avez à Nouméa, donc l'Aéromedical Center de Nouméa. Vous en avez à Papeete, à La Réunion et aux Antilles-Guyane. Ça, c'est pour les professionnels. Ils sont obligés, s'ils veulent valider leur visite médicale, de passer par un AEMC. Ensuite, si vous êtes un pilote de loisirs, vous êtes obligé de passer par un médecin agréé qui vous délivrera un certificat de classe 2. Et le médecin qui a ce pouvoir de délivrer des certificats médicaux pour les pilotes, c'est un AME, c'est quoi un AME ? Un aéromedical examinator, je pense que c'est ça, tout est en anglais. Alors comment est-ce qu'on fait pour être AME ? Il faut avoir passé la capacité de médecine aéronautique. Et la capacité de médecine aéronautique, maintenant en France, ça peut se passer à Paris, à Nancy et à Toulouse. Il n'y a que 3 endroits où on peut le faire. Et les gens qui veulent le faire, Anne et Martine l'ont passé, sont obligés quand même d'aller plusieurs fois en métropole, de faire des stages. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd et qui, en principe, s'échelonne sur plusieurs années. Un an, d'accord. Okay. Ah d'accord, il y a plusieurs voyages en tout cas en métropole. Hein ? Ah, je ne sais pas encore. C'est pas au courant. Alors, d'accord. Je pense que c'est plutôt l'agence. Alors, en pratique, en Nouvelle-Calédonie, il y a 7 AME, c'est donc des aéromedical examinateurs.
Il y a François Lallemand qui est ici présent. Il y a Gérard Triquet, que je vois pas, oui. Tous les deux sont des médecins qui exercent en cabinet privé. Et ensuite, il y a, au niveau de l'AEMC, donc du centre, il y a 5 autres médecins, donc moi-même, Patrick Chen, Kevin Cocampo, Anne Van Stiel et Martine Noël, qui sont ici présents. Mais nous ne pouvons pas travailler tout seuls, on a besoin d'avoir un certain nombre de correspondants avec qui on a l'habitude de travailler, qui connaissent bien les spécificités aéronautiques. Et ce sont essentiellement des correspondants ophtalmo, avec Patrick Jacquiot qui est là, qui va nous dire quelques mots tout à l'heure. Aurélie Pison. Et puis nous avons des correspondants ORL. Thierry Lardenois, qui doit être pas très loin, voilà, qui est ici. Et puis 2 autres cabinets d'ORL. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler avec nous. Et là, d'abord, ils connaissent bien le milieu aéronautique, ils savent bien ce qu'on attend d'eux. Et puis surtout, peut-être pas surtout, mais en tout cas, c'est très appréciable, ils sont disponibles parce que on peut dégoter un rendez-vous d'ophtalmo dans le quart d'heure, ce qui actuellement à Nouméa n'est quand même pas très facile par ailleurs. Oui, alors on travaille aussi avec un biologiste qui est agréé, qui nous sert à faire les examens de stupéfiants parce que les professionnels ont une surveillance au niveau des stupéfiants qui est assez régulière et qui doit être très, très stricte. Enfin, de temps en temps, on peut avoir affaire à un psychiatre, ou une psychiatre, et également à un cardiologue pour des situations particulières. Donc on a ces correspondants privilégiés qui travaillent avec nous et qui nous permettent d'avoir une approche assez complète du patient. Alors, tous les médecins agréés qui pratiquent la médecine aéronautique sont supervisés par une autorité qui dépend du ministère des Transports, qui se trouve à Paris, qui est le bureau médical de l'aviation civile. Toutes les activités que l'on a ici à Nouméa, tout ce qu'on écrit, tous les rapports, tous les certificats sont dupliqués et envoyés à Paris, à ce bureau, et tout est contrôlé donc. Quand il y a une situation particulière, des fois il y a des litiges, des gens qui n'acceptent pas trop les décisions, il existe encore une structure qui est au-dessus de tout ça, qui s'appelle le CMAC, Conseil médical de l'aéronautique civile, qui est composé de 12 membres et qui se réunit à Paris pour trancher sur les situations difficiles. C'est un peu notre commission de recours. Très rapidement, comment se passe une visite ? Alors les visites se font théoriquement toujours à 2 médecins. On travaille à 2. C'est une exigence de l'aviation civile qui fait que ce serait plus sûr. Les visites se font sur rendez-vous. Et donc quelqu'un qui veut avoir des renseignements sur la médecine aéronautique, il appelle notre secrétaire qui est au 45 38 83, 45 38 83. Ou sur Internet, on a un site, c'est une adresse Internet qui est le cempn.nc@gmail.com. Lorsqu'on a la demande de rendez-vous, nous ensuite on prépare le planning de la visite parce que suivant l'âge, le type de vol que la personne voudra faire, la visite sera organisée de façon différente. On pourra faire appel à un ophtalmo ou pas. C'est quelque chose qui est très très codifié, réglementé, donc ça nous demande une préparation. Lorsque les gens arrivent, on leur fait un contrôle d'identité systématiquement, parce qu'on a vu des gens qui volaient mais qui se faisaient passer pour d'autres. En particulier, je me souviens d'un daltonien qui, pendant des années, passait la visite, sauf quand il fallait aller chez Ophtalmo, c'était un copain qui prenait sa place. Bon, il a fini par se faire dénoncer par un jaloux. C'est ça, oui. Mais voilà, donc maintenant, on est assez attentif sur l'identité des gens. Alors, tu peux passer la visite, là ? Oui.
la visite. Alors, je ne sais pas si c'est parfaitement illisible, mais lorsque les gens, le candidat au certificat médical arrive, il nous remplit un formulaire assez détaillé où il y a beaucoup d'items sur son passé aéronautique, sur ses habitudes de vie, est-ce qu'il picole, est-ce qu'il fume, les femmes, est-ce qu'elles prennent la pilule, etc. Il y a beaucoup de questions. Et il remplit le questionnaire, on le revoit avec lui ou elle, et on est en fait dans le déclaratif. Hein, c'est-à-dire que si les gens veulent nous dire des choses, ils nous le disent. S'ils ne veulent pas, ils ne nous disent pas. Mais si nous racontent un mensonge, eh bien le certificat sera totalement invalide et s'il y a un accident, ils seront poursuivis. Alors ça, c'est ce que remplissent les gens quand ils viennent nous voir. Ensuite, nous, on fait un examen médical. Bon, il y a la biométrie, et puis on examine appareil par appareil. Et ensuite, il y a une partie pour l'ophtalmo. Parfois, on l'a fait nous-mêmes. Et parfois, on le fait faire par un ophtalmologiste spécialiste. Il y a une partie ORL. C'est pareil, de temps en temps, c'est nous, de temps en temps, c'est l'ORL. C'est pas nous qui décidons de la périodicité, c'est les textes. Hein. On peut faire également un électrocardiogramme lorsque les gens ont plus de 40 ans, par exemple. On peut être amené aussi à faire un contrôle de stupéfiants lorsque c'est systématique lorsque les gens sont contrôleurs d'aéronautique. Ça ne l'est pas lorsqu'ils sont pilotes d'avion, sauf lorsqu'ils veulent rentrer dans la carrière à l'admission. Hein. Et à la fin, donc, on conclut en disant est-ce que la personne est apte ou non. Et si on trouve quelques anomalies, on peut être amené à faire certaines restrictions, en particulier ophtalmo ou autre. Et voilà. Et ensuite, on leur remet un petit carton. Ah ben, je l'ai laissé à la maison aussi. Ah, il est là. Ah, voilà, c'est le certificat médical. Tu tournes ? Donc c'est un petit carton qui dit est-ce que je peux piloter un avion commercial tout seul comme pilote, ou est-ce que je peux le faire avec en équipage. Ça, c'est les gens qui ont le loisir. Et pour chaque catégorie, la durée du certificat est variable. Bon, ça, c'est d'autres cuisines. Si les gens sont amenés à porter des lunettes, on le marque ici. Là, on délivre le certificat. Et puis, malgré tout, il y a encore d'autres contrôles pour être sûr qu'on est resté dans les clous au niveau de la périodicité des examens. Donc ça se replie comme une petite carte genre permis de conduire. Et ça, voilà, c'est le certificat, les gens partent avec. Lorsque les gens viennent adressés par un organisme public ou par une compagnie d'aviation, c'est l'employeur qui est chargé de régler les frais. Sinon, c'est l'intéressé. Et ce n'est pas pris en charge par la CAFAT. Les visites de médecine aéronautique ne sont pas remboursables parce qu'en principe, on doit voir des gens en bonne santé. Donc la CAFAT ne va pas rembourser des gens qui sont en bonne santé. Oui, donc les visites de médecine aéronautique sont des visites de médecine préventive. Nous ne faisons aucune prescription médicamenteuse. Donc on n'est pas des médecins traitants. Et nous ne faisons même en particulier pas d'arrêt de travail. C'est-à-dire si on voit quelqu'un, qu'on décide qu'il n'est pas apte à voler, et on dit monsieur vous êtes inapte, il va ensuite voir son médecin généraliste qui transforme cette inaptitude en arrêt de travail s'il veut continuer à être payé. Pour les PNC, oui, alors, chaque catégorie de professionnels a son type de certificat avec, c'est un peu la cuisine, ça. Et ça, ce sont les certificats pour les contrôleurs de la Tantuta. Donc, les médecins généralistes sont très impliqués par rapport à l'activité aéronautique des patients, surtout pour les pilotes du LM. Hein.
il y a de plus en plus de pilotes d'ULM, parce que ça coûte moins cher de voler sur un ULM que sur un avion, parce que c'est plus facile au niveau de la visite médicale, et il faut quand même savoir que des gens qui n'ont pas réussi à avoir leur certificat médical avec nous, médecins aéronautiques, ils se retournent vers le pilotage du LM, parce que là, il n'y a pas de contrainte. Hein. Et moi, je connais quelqu'un qui est probablement le meilleur pilote de Nouvelle-Calédonie, qui est le plus compétent, mais comme il a fait un triplé d'extrasystole ventriculaire à son épreuve d'effort, il est inapte pour voler en avion. Hein. Et donc, il fait de l'ULM maintenant. Bon, c'est un peu le refuge pour les gens qui n'ont pas l'aptitude médicale. Donc, si vous êtes amené à voir quelqu'un en visite, demandez-lui s'il a passé des visites avec un médecin aéronautique et s'il a été débouté. Hein, ça peut vous donner des indications quand même sur le risque que vous encourez. Allez délivrer un certificat. Il faut savoir que dès que vous délivrez un certificat médical d'arrêt de travail qui dépasse 21 jours, le personnel navigant est obligé de se représenter à l'AEMC auprès du médecin aéronautique. Donc dès que ça atteint, que ça dépasse 21 jours. Il faut faire attention aussi à la nature de vos prescriptions. Si vous prescrivez des médicaments hypnotiques, tout médicament qui pourrait altérer la vigilance, eh bien, ça peut être une contre-indication à l'activité aéronautique. Et puis, vous pouvez aussi intervenir comme conseiller. Si quelqu'un vient vous voir en disant, ben voilà, moi je veux faire pilote de ligne, vous pouvez peut-être faire déjà un premier tri. Si vous avez quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, même il y a longtemps, vous pouvez lui dire que c'est pas la peine pour lui. Si vous avez un diabétique qui est à l'insuline, vous pouvez lui dire que c'est pas tout à fait sa voie. C'est important parce que les formations en aéronautique sont coûteuses. Par exemple, quelqu'un qui voudrait être pilote de ligne, c'est au moins 100 000 euros de formation et plusieurs années dans la vie des gens. Et c'est quand même bien qu'ils sachent avant ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà, moi c'est terminé sur le côté réglementaire et je vais passer la parole à Anne. Donc là, on va tenter de vous présenter les contraintes aéronautiques, les aptitudes au vol. Tac. Donc les vols commerciaux volent à une altitude entre 5100 mètres et 12 200 mètres au-dessus du niveau de la mer et jusqu'à 30 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire la troposphère. La composition chimique de l'atmosphère terrestre ne varie est constante, à l'exception de la vapeur d'eau et quelques gaz rares, par exemple comme l'ozone. Et donc, pour des raisons de confort, de sécurité, voire de survie, les cabines d'avion sont chauffées et pressurisées. Donc la pression au niveau des cabines, en fait, c'est la pression qui équivaut aux pressions qu'on a entre 1500 et 2500 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Donc en fait, la pression cabine est inférieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Donc les contraintes liées à l'altitude, donc plus on monte, plus la pression barométrique diminue. Donc elle est divisée par 2 vers 5500 mètres, divisée par 4 vers 10 300 mètres et par 5 vers 11 700 mètres. Et donc, comme la pression, plus on monte en altitude, plus la pression barométrique diminue. Et on a vu que la composition chimique de l'atmosphère terrestre est constante. On sait que dans l'air, on a 21% d'oxygène, ce qui veut dire que quand on monte en altitude, on a la pression partielle en oxygène qui diminue également en même proportion. Oui,
Donc pour faire un petit rappel de physique, donc quand on prend la loi de Boyle-Mariotte, donc la pression fois le volume sur la température égale constante, ou la pression fois le volume à température constante est égale à une constante. Donc si bien que quand l'altitude s'élève, la pression diminue et donc les volumes gazeux augmentent, donc dilatation des gaz, et ça peut donner des problèmes au niveau du tube digestif, des oreilles, des sinus, des dents. Il suffit d'une petite carie avec une bulle d'air dans une dent, ça peut faire horriblement mal, ou même au niveau des poumons, etc. Donc en altitude, on a aussi, ce que je vous ai dit, une diminution de la quantité de vapeur d'eau, donc qui donne une sécheresse de l'air ambiant, et avec un taux d'humidité entre 3 et 10%. Et ça peut donner des gènes oropharyngés et aussi oculaires, donc surtout au niveau des lentilles de contact. Et donc également donc en altitude une baisse de la température, donc avec une baisse d'environ 6,5 degrés par tranche de 1000 mètres d'altitude, et donc à savoir une température autour de moins 21 degrés vers 5500 mètres et moins 56 degrés vers 11 000 mètres. Et après ça varie beaucoup moins quand on monte en altitude. Et après c'est température constante. Alors comme vous l'a précisé Daniel, la particularité du médecin aéronautique, c'est de traquer, essayer d'éviter qu'il y ait des incapacités à voler, voilà, des incapacités lors du vol. Donc ce qu'on appelle une incapacité à voler sans risque pour la sécurité des vols. Ces incapacités en vol, on les décrit en incapacité subite, avec une incapacité totale et immédiate. Mais on décrit aussi de façon plus subtile, des incapacités subtiles. Ça peut être un malaise, une baisse des capacités, mais donc ça peut entraîner un problème de sécurité en vol, mais c'est moins immédiat que les incapacités subites. Alors, bien sûr, donc quelques exemples. Du côté des incapacités subites, évidemment, on va retrouver tous les problèmes cardiologiques aigus, comme les arrêts cardio-respiratoires, l'infarctus du myocarde, certains troubles du rythme, un OAP. Au niveau respiratoire, on va retrouver des dyspnées aigus, comme l'asthme aigu grave, un pneumothorax grave, des troubles de la vigilance, problèmes neurologiques, donc épilepsie, crise d'épilepsie, coma de toute origine, y compris coma d'origine hypoglycémique, la somnolence qu'on peut observer comme par exemple dans certaines apnées du sommeil, mais aussi somnolence due à certains effets secondaires des traitements, des incapacités motrices comme lors d'AVC, et puis il y a des douleurs aussi qui sont tellement fortes qu'elles sont incapacitantes, et on donne comme exemple très souvent la colique néphrétique. Donc la colique néphrétique, ça va être vraiment quelque chose, un problème de santé qu'on va essayer de dépister, traquer chez les pilotes. Alors depuis quelques années, on parle de plus en plus aussi des incapacités dues à des troubles psychologiques. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé avec le pilote de la compagnie Germanwings, qui donc a craché son avion volontairement. Et donc de plus en plus, le bureau médical de l'aviation civile essaie de nous sensibiliser au fait qu'il faut évaluer systématiquement l'état psychologique des pilotes et des personnels navigants en général. Donc effectivement, la dépression, une tentative de suicide, ça peut être une cause d'incapacité subite. Pour soi, mais aussi pour tous les gens qu'on transporte. Alors, côté incapacité subtile, quelques exemples. Une pathologie chronique qui est mal équilibrée, qui provoque un malaise. L'hypoglycémie qui n'est pas encore au stade de perte de conscience. Des inconforts abdominaux. Donc Anne vous a dit que les volumes gazeux augmentent avec l'altitude, donc le ballonnement abdominal, un reflux gastro-œsophagien. Certains troubles cognitifs, notamment avec l'âge. Donc on a des pilotes âgés aussi, donc c'est quelque chose qu'il faut évaluer. Certains états d'excitation, parfois provoqués par certains médicaments, la consommation d'alcool, le cannabis, et puis la fatigue. Du coup, pour le médecin d'aptitude, la conséquence, c'est de rechercher systématiquement ces incapacités, ainsi que leurs déterminants, c'est-à-dire ce qui va
conduire un jour à une incapacité. C'est-à-dire, c'est pas que l'état médical, mais c'est aussi tous les facteurs de risque. Donc, on va d'abord, on va systématiquement essayer de connaître et pour vous aussi, c'est important de connaître les contre-indications au vol aérien. Il faut être en capacité de dépister, équilibrer et surveiller tous les états de santé ainsi que leurs facteurs de risque, ces états de santé qui pourraient conduire à des incapacités subites ou subtiles en vol. Il faut éviter de donner un traitement qui peut conduire à une incapacité en vol. Donc on verra tout à l'heure, mais il y a par exemple les subfamilles d'hypoglycémiants qui peuvent provoquer des hypoglycémies et donc conduire à une incapacité. Et puis, il faut aussi savoir se donner un certain délai avant de reprendre un vol quand on a commencé un traitement, que ce soit un traitement aigu ou chronique, pour être sûr que ce traitement est déjà bien supporté au sol, avant d'être sûr qu'il le soit en vol, et se donner un délai aussi après certains gestes, comme endoscopique, chirurgique, vaccin, anesthésie, etc. Donc là, vous avez le plan un peu de notre présentation. Hein, ce sont les 4 points qu'on va regarder. Alors, concernant les contre-indications au vol, donc comme pour les médecins traitants, tout médecin traitant peut être amené à délivrer un certificat médical de non-contre-indication pour l'ULM. Ça c'est une diapo qui est centrée sur l'ULM. Donc vous avez à droite le certificat médical de non-contre-indication au pilotage du ULM. C'est sur le site de la Fédération française de pilotage du ULM que vous avez en bas à droite là. Donc c'est pas un médecin du sport qui délivre ça, c'est tout médecin généraliste. Donc c'est un certificat qui doit être délivré, enfin demandé en tout cas par le pilote lors de sa première demande de licence du LM loisir, ou s'il y a eu une interruption de licence depuis au moins 1 an. Et je crois que c'est tous les ans quand c'est une licence compétition du LM. Pour les renouvellements de licence, donc là on voit, parce que je viens de vous dire que c'est pour la première demande de licence, quand il s'agit d'un renouvellement de licence, le pilote il doit remplir un auto-questionnaire. Hein. Ça s'appelle, c'est pas spécifique à l'ULM, ça s'appelle le QS Sport. Donc en fait les gens remplissent un certain nombre de questions, un auto-questionnaire, et s'ils répondent oui à une des questions, à ce moment-là, c'est leur responsabilité que d'aller chercher un certificat médical. S'ils ne le font pas, eh bien, c'est leur responsabilité. Donc, c'est des questions sur les antécédents familiaux, personnels, etc. Alors, comment savoir quelles sont les contre-indications au vol ULM? Alors, sur le site de la Fédération française de pilotage ULM, ils disent qu'à titre d'information, il y a une page pour les médecins, hein, il y a un onglet pour les médecins, et ils disent à titre d'information, voici la liste des principales contre-indications médicales. Toute pathologie aiguë ou chronique non stabilisée ou mal équilibrée par le traitement, en particulier ophtalmo, cardiovasculaire, neuropsychique, troubles de l'équilibre, pulmonaire, locomotrice, infectieuse, métabolique, surtout en cas de risque d'hypoglycémie. Ça, c'est le texte. Une fois qu'on a dit ça, quoi? Alors, pour vous donner des exemples, je vais vous montrer ce qui est décrit dans le règlement pour les pilotes, pour les visites d'aptitude de classe 1, classe 2, classe 3. Enfin, classe 1, classe 2 et les PNC, hein, les stewards et les hôtesses. Pour juste vous donner un ordre d'idée pour lequel ça pourrait peut-être vous guider. Alors, là, il y a un tableau et vous allez voir qu'il y a de très nombreuses contre-indications possibles. Et encore, ce n'est pas exhaustif. Hein. Pour vous donner une idée, donc, dans le tableau, là, à gauche, j'ai marqué... J'ai confondu classe 1, classe 2, hein, c'est-à-dire les pilotes professionnels et les pilotes privés. Voilà. Mais donc, certaines choses relèvent de la classe 1 et d'autres relèvent de la classe 2. Mais pour vous donner une idée, on a beaucoup de contre-indications cardiovasculaires, bien sûr. Certaines contre-indications respiratoires, varices œsophagiennes, insuline. Donc vous voyez, insuline, c'est effectivement pas possible quoi, pour piloter. Certaines dysthyroïdies, l'anémie sévère, puisqu'effectivement on a un problème d'oxygénation en altitude. Et alors après, on retrouve dans ces fameux problèmes de calcul urinaire, hein, ça c'est vraiment très strict là-dessus.
faut savoir que les pilotes féminines, quand elles sont enceintes, elles peuvent voler, enfin professionnelles en tout cas, elles peuvent voler jusqu'à la 26e semaine, alors que vous verrez que de côté des PNC, c'est jusqu'à la 16e semaine. Je ne l'ai pas mis ? Ah si, grossesse jusqu'à 16e semaine. Alors pourquoi cette différence ? Parce qu'on estime que les PNC, les hôtesses de l'air, elles se déplacent beaucoup, elles ont plus de fatigue, si vous voulez, au niveau de leur service. Et puis, s'il y a un trou d'air, elles sont amenées peut-être à se cogner plus facilement, etc. Donc, elles sont arrêtées au niveau de la grossesse avant les pilotes féminines. Bon, alors vous retrouvez aussi tout le neuropsychique, l'oncologie, et puis tout ce qui est ORL ophtalmo, ça je laisserai les collègues en parler. Côté PNC, c'est plus réduit, hein. Les personnels navigants commerciaux, stewardess, ils ont un peu moins de restrictions. Suivant. Donc du coup, Anne va vous résumer ça en ce qu'il faut surveiller au niveau des états de santé. Oui, donc en fait, il y a à surveiller l'état de santé, donc le cardiovasculaire, donc l'hypertension, les coronaropathies, les troubles du rythme, les troubles de conduction, les blocs de branche, tout ça, les valvulopathies, les anévrismes de l'aorte. Au niveau respiratoire, donc l'asthme, les BCO, les apnées du sommeil, pneumothorax, sarcoïdose. Au niveau métabolique, donc bien sûr le diabète, les dystéroïdies. Au niveau hémato, tout ce qui peut donner des anémies, drépanocytose. Les infections, donc le sida, donc les pathologies, aussi les effets secondaires dus au traitement, et aussi des stades de contagiosité de certaines maladies infectieuses. Au niveau digestif, donc les reflux gastro-œsophagiens, les ulcères gastro-duodénaux, les lithiases vésiculaires et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn. Au niveau urogénital, donc les lithiases urinaires, et puis aussi les stades de la grossesse. Au niveau neurologique, donc les AVC, épilepsie, trauma crânien. Donc au niveau des cancers, donc surtout les phases aiguës, et suivant les localisations des cancers, les effets secondaires du traitement aussi, qui peuvent donner des séquelles neuro, cardio, etc. Et qui peuvent entraîner fatigue, anémie, douleur, anxiété, dépression. Donc au niveau locomoteur, donc les maladies inflammatoires, les douleurs, les impotences fonctionnelles, et les handicaps aussi sensoriels, mentaux. Au niveau psychiatrique, donc les syndromes dépressifs, tentatives de suicide, anxiété, effets secondaires des traitements, les substances psychoactives, donc alcool, cannabis, etc. Ou drogue plus dure. Donc, et aussi au niveau des pilotes âgés, donc, où il y a des pathologies qui sont plus fréquentes, hein, notamment cardiovasculaires, ophtalmo, ORL, et aussi parfois des troubles de la cognition, ou réflexes, etc. Et après, bon, il y a tout ce qui est ORL, ophtalmo, on va laisser nos collègues en parler. Ça, c'est tout aussi. Donc les facteurs... Ah, on va chauffer la cabine. Ouais. Donc, les facteurs de risque à surveiller, donc et à rechercher, donc au niveau antécédents familiaux, donc tout ce qui est cardiovasculaire, diabète, cancer, maladies auto-immunes, et les facteurs de risque cardiovasculaires, donc les principaux, c'est l'âge, donc le sexe masculin, les hérédités familiales, infarctus myocarde ou mort subite, donc tout ce qui est tabac, diabète, hypertension, hyperlipidémie, les insuffisances rénales chroniques, et donc comme disait Hélène tout à l'heure, donc les obésités abdominales. Donc pour mémoire, la normale c'est un tour de taille inférieur à 14 cm pour l'homme, 90 cm si c'est un asiatique, et moins de 80 cm pour la femme. On est tous un peu limite. On est tous en surpoids, presque tous. Donc les facteurs d'aggravation des facteurs de risque principaux, donc c'est une obésité avec une IMC supérieure à 30 ou un surpoids avec une IMC entre 25 et 30, la sédentarité. Et les autres facteurs de risque, donc les facteurs de risque de lithiase urinaire, hein, donc ça c'est très important. Donc à rechercher éventuellement les causes. Donc s'il y a un défaut d'hydratation par rapport, par exemple, une activité sportive, être resté trop longtemps au soleil, certains traitements, pathologies favorisantes.
et donc les facteurs de risque de récidive, donc épilepsie, lithiase urinaire, pneumothorax. Et j'insiste sur la lithiase urinaire, il faut vraiment essayer déjà de chercher les facteurs de risque pour lequel la personne a fait une lithiase, bien sûr rechercher toute autre lithiase par des examens, et aussi corriger à tout prix pour pas qu'il y ait de récidive. Alors, donc au niveau des traitements, là aussi, déjà, le médecin traitant devrait savoir que son patient fait du pilotage. Je ne sais pas s'il le déclare à chaque fois, mais ça serait utile pour vous de le savoir, que ce soit un pilotage d'agrément ou un pilotage professionnel. Alors, le principe, c'est qu'il faut traiter le moins possible, c'est un peu comme dans la grossesse finalement, donner le moins possible de traitement, ou alors, si c'est vraiment nécessaire, à la dose minimale possible, et en choisissant un traitement qui a le moins de conséquences possibles sur les incapacités subites ou subtiles, notamment la somnolence, etc. Alors, il y a 2 problèmes qui sont liés au traitement et pilotage. C'est que d'abord, quand on examine le traitement d'un pilote, on peut s'apercevoir que ça révèle qu'il est dans un état instable. Par exemple, il est en train de suivre un traitement pour un cancer ou pour une maladie chronique, alors que c'est en début de traitement. Or, il faut vraiment qu'on soit sûr que le pilote supporte bien son traitement avant qu'il puisse reprendre le vol. Le deuxième, ce que peuvent révéler les traitements, c'est aussi un état qui contre-indique temporairement les vols. Par exemple, s'il a une sinusite, une otite, etc. S'il a un traitement de ça, ça veut dire que c'est pas le moment d'aller piloter. Autre problème lié au traitement, c'est les effets secondaires des traitements. Alors ça peut être de la somnolence, certains antihistaminiques par exemple, des hypoglycémies, insuline, sulfamide hypoglycémiant, glinide, etc. Vaut mieux choisir autre chose. L'excitation due aux corticoïdes. Alors la problématique du pilote qui est sous anticoagulant avec le risque hémorragique, les AINS qui peuvent donner des vertiges, les antihypertenseurs centraux, certains antihypertenseurs sont pas recommandés pour le pilotage. Certains anti-infectieux peuvent avoir des conséquences aussi, comme la méfloquine avec des hallucinations. Certains antirétroviraux qui peuvent avoir des effets secondaires dangereux pour le pilotage. Et puis, évidemment, les effets secondaires de certains traitements, comme à court ou long terme, comme certaines chimiothérapies, certains médicaments, comme la cordarone, avec un effet sur l'œil, etc. Une dernière diapo, c'est pour vous donner une idée de ce que nous, on nous apprend quand on fait la capacité de médecine aéronautique, c'est qu'il faut respecter certains délais après certains gestes. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Une anesthésie locale, une anesthésie régionale, c'est 12 heures de délai à respecter avant de reprendre les vols. 48 heures pour une anesthésie générale, un vaccin, une coloscopie simple sans qu'il y ait eu de prélèvement lors de la coloscopie. 5 jours à 2 mois pour les otites selon le stade. 8 jours pour une coloscopie s'il y a eu biopsie ou polypectomie, parce qu'il peut y avoir un risque hémorragique. 3 semaines à 1 mois pour urétéroscopie, célioscopie, appendicectomie. 2 mois pour une cure chirurgicale de RGO, ablation de faisceau de FA, fibrillation auriculaire atriale. 3 mois pour une lithotripsie extracorporelle, une chirurgie de pneumothorax, une chirurgie thoracique, une colectomie pour sigmoïdite, une colostomie, pacemaker, début d'anticoagulant oraux direct, fracture simple. 6 mois pour un pneumothorax si le traitement n'a pas été chirurgical. 6 mois aussi pour quand on débute un traitement par AVK ou pour une fracture plus complexe. Ouais, donc c'est des choses qu'on ne peut pas deviner, et donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Je crois que c'était la dernière diapo. Donc on va laisser la place à nos collègues ORL et ophtalmo, selon ce qu'ils ont préparé. Donc ce qui peut être important à connaître pour les médecins généralistes par rapport au pilotage, je pense. Qui commence ?
Bon, en ophtalmologie, je vous rassure, on peut être pratiquement aveugle pour piloter un avion actuellement. Il y a 40 ans, les gars devaient avoir 10 dixièmes sans correction. On est descendu à 7 dixièmes. Maintenant, on est apte avec des myopies à -5, des astigmatismes à +2. On voit des candidats qui sont à -8 de dioptrie qui se présentent, qui peuvent avoir une dérogation, des hypermétropies à +5. Moi qui suis un ancien pilote et qui fais ça depuis 40 ans, et même les pilotes professionnels, on est quand même assez étonné du niveau assez bas sur le plan physique du recrutement. C'est bas. Et je suis un peu étonné qu'on dise que des cancéreux puissent piloter. Quand j'étais au CPNPN il y a 40 ans, on s'est trouvé un jour devant un équipage de 747, donc j'étais médecin adjoint, mais en médecine générale, dont le copilote venait d'être opéré d'une tumeur cérébrale et l'autre était borgne. Alors on s'est un peu alarmé que 2 pilotes invalides sur le volant d'un avion de 300 passagers. Et ensuite, on a veillé à ce que des pilotes, des équipages, il n'y en ait qu'un qui ait une contre-indication, pas une contre-indication, une dérogation, pas de dérogation en même temps. Parce que là, on avait un œil et une tumeur cérébrale, c'était quand même pas... Voilà. Moi, je connais beaucoup l'ophtalmologie, c'est pas très intéressant, je vous ai dit en gros, je ne vais pas vous énumérer des chiffres pour les classes 1 et les classes 2. Vous pouvez envoyer vos gosses myopes, alors que dans l'armée, c'est complètement différent. Il faut vraiment avoir des dixièmes. Mais il n'y a pas tellement de contre-indications en ophtalmologie actuellement. On peut être opéré de cataracte. On n'a pas le droit, on peut opérer, mais on n'a pas le droit de décider de l'aptitude. On doit envoyer le dossier avec dérogation. Il m'est arrivé d'opérer un pilote, je me suis fait sonner les cloches. Et ensuite, il demandait une dérogation. On peut soigner un glaucome. Ça, en général, je ne le dis pas. Même pas abonné, parce que ça se passe bien, on dit rien. Et on peut avoir de la chirurgie facilement, réfractive. Le délai est en principe de 3 mois de récupération. Alors ça dépend c'est un risque qu'un pilote est myope et dit je vais t'opérer pour plus avoir de lunettes. Moi je lui déconseille parce que la chirurgie réfractive ne réussit pas tous les coups. Il peut y avoir des aberrométries. Si on lui fait un test à l'éblouissement au nyctomètre de Comberg au CPMPN, il va être boulé alors qu'il était apte. Il vaut mieux qu'il reste myope. Voilà. Donc en aviation civile, maintenant, comme je vous dis, vous pouvez être tranquille. Souvent des pans m'ont dit encore hier, il voulait être pilote, mais je ne l'ai pas mis, il est myope à -4, il n'avait aucune chance. J'ai dit si, justement, il avait toutes les chances de pouvoir être pilote. La myopie n'est plus... Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, si vous avez des questions, je peux répondre. Toujours pas? Ouais, ça y est. Donc voilà, je suis l'ORL, Thierry Lardenois, et donc je voudrais vous faire un petit truc plutôt pratique. C'est-à-dire que quand vous êtes, vous, dans vos cabinets, et puis que vous recevez des gens, moi, j'ai 3 grandes situations qui me sont amenées à voir des gens qui font de l'aéronautique, dans tout ce qu'on vous a expliqué, toutes les sortes d'aéronautique. J'ai ou des gens qui aspirent à faire une carrière de pilote, de personnel navigant ou de contrôleur aérien. Donc ça, c'est les premiers, c'est des petits jeunes qui sont motivés par ça, et ça, vous les avez vus certainement avant, vous les connaissez, et ils vous ont dit, tiens, vous le voyez, il a 15 ans, tu veux faire quoi plus tard? Je voudrais être pilote. Si vous avez un jeune garçon de 15 ans, par exemple, qui voudrait être pilote, et vous le suivez depuis qu'il est tout petit pour des otites séromuqueuses, une pathologie ORL chronique, ça serait peut-être bien quand même de le faire voir avant qu'il dépense de l'argent, comme le disait Daniel, parce que c'est très cher, mais aussi qu'il ne perde pas espoir et qu'il ait une pensée pour faire une autre carrière. Parce qu'en fait, j'en vois de temps en temps qui arrivent à 17 ans, 18 ans plein d'espoir, et en fait, on leur dit c'est pas la peine, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, ils ont des trompes de stage qui ne fonctionnent pas, ou parce qu'ils ont une surdité unilatérale, ou parce qu'ils ont vraiment des atteintes auditives qui empêchent de faire cette activité professionnelle. Donc ça, c'est la première circonstance, la première population. La deuxième population, c'est celle qui nous font travailler de temps en temps, c'est les gens qui sont pilotes, qui sont personnels navigants, et qui viennent nous voir régulièrement tout au long de leur carrière, comme vous l'ont expliqué mes collègues, et on les voit assez régulièrement pour... alors chez l'ophtalmo, comme chez l'ORL, comme en biologie, et puis chez mes confrères qui vont faire la vue plus générale, c'est des gens qu'on connaît, et à force de les connaître, on peut tomber dans une certaine routine. Nous, en ORL, le piège, on dit toujours, en ORL, les filles qui font les audiométries, ou moi quand je fais l'audiométrie, les plus piégeux, c'est les pilotes.
parce qu'ils connaissent par cœur les tests auditifs et on sait les piéger, on a les techniques, mais ils ont tendance à appuyer avant même qu'on envoie les choses. Et ils connaissent par cœur les vocales. On a des vocales qui sont établies, les listes de Fournier, qui sont établies par la Société française d'ORL, officielle. Heureusement, on a une vingtaine de lignes. Et souvent, on fait les 2 premières, on fait les 3 premières. Les mecs, ils les connaissent par cœur, ça fait des années qu'ils font ça. Donc en fait, il faut les emmener ailleurs, et ils sont déstabilisés, ou même mettre, j'ai déjà mis des vocales d'enfants. Et ils disent, mais c'est pas celle qu'on fait d'habitude. Ça tombe bien, parce que c'est pas celle que vous allez faire. Donc ça, nous, c'est notre boulot de les voir, de les revoir, mais vous allez les voir de temps en temps. Et c'est des gens, on a eu le cas par exemple d'un patient qui était vieux pilote, très habile certainement en tant que pilote, mais qui était chasseur. Et qui, pour lui, son grand loisir, hormis l'aéronautique, c'était d'aller à la chasse. Et rappelle-toi, il y a quelques années, on avait ce patient, enfin moi je dis patient, mais c'était un patient, qui 6 mois avant la fin de sa carrière était inapte. Inapte du point de vue du chiffre. Après les chiffres. Et donc ça c'est quand même embêtant, parce que le gars, toute sa carrière, il a dit, moi j'en ai rien à faire, parce qu'il a connu ce temps où peut-être on le surveillait moins, il faisait un peu ce qu'il voulait. Et c'est quand même dommage, 6 mois avant sa carrière, fin de carrière, de devoir s'entendre dire, vous êtes inapte. Il est passé en commission, les machins, il a protesté, etc. Et c'est le problème, c'est qu'il savait certainement très bien piloter son avion, mais il était sourd comme un pot. C'est un peu emmerdant pour communiquer avec la tour, pour communiquer avec le personnel. Et donc là, il devient inapte. Donc de temps en temps, leur dire, et moi c'est ce que je leur dis quand je les vois, parce que je fais mon boulot d'ORL, c'est de leur dire aux jeunes ou aux moins jeunes d'éviter de faire des activités du week-end avec la perceuse, la tronçonneuse, la débroussailleuse à gazon ou les choses comme ça, choses qu'on fait ici en Calédonie, et de mettre un casque anti-bruit, de leur rappeler ça, parce que leur outil de travail, l'un de leurs outils de travail, c'est l'oreille. Et donc, et ça, on voit. Moi, alors il y a ceux qui écoutent la musique quand ils avaient 15 ans avec des écouteurs, et là, ils sont déjà flingués sur les 6000, 8000. Les chiffres sont effectivement plus permissifs aujourd'hui. En fait, à l'aptitude, on leur demande d'entendre à 20 ou mieux décibels jusqu'à 3000. Et les 3000, 4000, 6000, 8000, les aigus, d'être à 35 décibels. C'est quand même pas une audition normale, mais c'est aujourd'hui les normes. C'est plus sympa qu'avant. Et donc, enfin sympa ou permissif, je sais pas le mot. Et par contre, quand on les voit régulièrement, quand ils vieillissent, car les pilotes, les personnels navigants vieillissent, eh bien, on leur tolère de ne pas dépasser les 35 et 50 décibels sur les 3000, 4000, 6000, 8000. C'est déjà discutable. Et pour avoir discuté avec des amis qui sont pilotes chez Air Calin, qui sont dans le contrôle, que je connais parfaitement bien, ils m'ont dit mais les choses ont évolué et ils n'ont pas tort. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, vous connaissez certainement tous chez vous, vous avez des casques avec annulation du bruit extérieur. Vous savez, vous avez ça, c'est vachement confortable parce que quand vous mettez votre appareil, vous n'entendez pas les gens parler autour, etc. C'est très bien. Les pilotes ont presque tous ça. Moi, qui suis pilote d'hélico, j'en ai un. Et bien, c'est vraiment bien. Mais, et là, en hélico plus qu'en avion, mais en avion aussi, vous n'entendez plus le bruit de la machine. Et donc c'est un peu déstabilisant. Et quand vous êtes pilote, si vous avez la chef de cabine qui arrive, toc toc, j'ai un patient, enfin j'ai un passager qui fait un infarctus ou qui fait un chambard, c'est quand même le pilote, le commandant de bord qui est le patron, eh bien il ne va pas entendre ce qu'on lui a dit. Donc quand il enlève son casque avec annulation du bruit extérieur et s'il est à moins 70 décibels, il devient hypocommunicant, je ne sais pas si le mot est bien, mais il ne va pas pouvoir communiquer avec son personnel. Donc ça ne se résume pas seulement à entendre dans son casque où il va monter le son. On a des casques sophistiqués, c'est presque des appareils auditifs. Vous montez le son et les mecs entendent super bien. Très bien, mais quand ils l'enlèvent, si jamais il y a une procédure pour évacuer l'avion en urgence et que les gens se donnent des consignes, etc., il va être un peu gêné. Donc il faut essayer de ne pas rentrer dans ce schéma de 35 décibels, 50 décibels. Et souvent, c'est le problème, c'est qu'arriver les mecs qui bricolent, qui vont à la chasse ou autre, arriver à 55 ans, 60 ans, ils commencent à pas bien entendre, ça c'est sûr. Et le bricolo du dimanche, qui fait sa perceuse, qui a refait sa maison, qui a poncé son bateau, enfin c'est comme ça, les gens ici, c'est ça qu'on a, eh bien ils flinguent leurs oreilles, et donc il faut savoir leur dire un peu attention. L'acouphène n'est pas une contre-indication, mais l'acouphène révèle toujours une souffrance de l'oreille interne. Là, c'est l'ORL qui parle. Alors, quand on vous signale des acouphènes, il y a plein de causes des acouphènes, mais c'est qu'il y a une souffrance de l'oreille interne. Si le gars est pilote ou s'il est personnel navigant, c'est quand même pas mal de dire que ça serait peut-être bien de contrôler et d'éviter le traumatisme sonore. Donc la première population, c'est les gens qui commencent, et il faut essayer de l'éviter, de leur faire espérer des choses s'ils ont des antécédents. La deuxième population, c'est ceux qu'on surveille régulièrement. Vous pouvez les voir de temps en temps, mais en général, ils sont tellement surveillés que c'est nous qui les voyons. Et la troisième population, je dirais, moi, en tant qu'ORL spécifiquement, c'est celui qui va bien d'habitude. Et puis là, il a un problème, ce que vous avez signalé tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il a une otite. Alors, quelle otite il a un vertige. Tout le monde, aujourd'hui, dans cette salle, tout le monde, la semaine prochaine, va peut-être faire un vertige paroxystique positionnel bénin.
Tout le monde est capable. Vous savez que hommes, femmes, tout âge, on peut tous en avoir. C'est le vertige le plus fréquent. Mais tout le monde peut aussi faire là une neuronite vestibulaire après une grippe. Et c'est pas que le Covid. Après une grippe, on peut tous faire une neuronite vestibulaire. Une neuronite vestibulaire, c'est un vestibule qui marche plus. Donc vous avez la gerbe, vous pouvez pas marcher debout. Donc pour conduire un avion, ça va pas le faire. Et donc là, c'est la troisième population que je vois. C'est de temps en temps. Où Daniel ou ses collègues m'appellent, ou le patient vient en disant voilà, je suis pilote, et puis là, je marche plus droit, etc. Et là, il faut le déclarer inapte. Mais ils peuvent venir vous voir, vous aussi. Et donc, vous avez un vertige avec un syndrome d'irritation vestibulaire avec un nystagmus, on ne peut pas voler, vous vous en doutez bien. On ne peut pas voler. Alors, combien de temps? Je ne sais pas, mais il faut aboutir à un diagnostic avec un ORL. Alors, avec un ORL du centre, mais aussi un ORL classique, mais il faut un diagnostic qui va nous dire combien de temps ça va durer. Un vertige paroxystique positionnel bénin bien géré, c'est-à-dire la bonne manœuvre, les bonnes consignes et le bon suivi derrière, en général, en 15 jours, l'affaire est jouée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus. Par contre, on ne sait pas si ça va recommencer dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais ce n'est pas une contre-indication pour voler ou pas voler. Par contre, une neuronite, une vraie neuronite vestibulaire, c'est entre 3 semaines et 2 mois où vous avez l'impression d'être sur un bateau. Et donc là, vous pouvez, le bateau d'accord, mais l'avion pas d'accord, quoi, en fait. Et donc, moi j'ai vu par exemple aujourd'hui une patiente qui développe à 43 ans sa premier syndrome de Ménière. Mais un vrai, c'est hyper rare le Ménière, c'est hyper rare. Si elle est hôtesse de l'air, c'est fini. C'est fini. Elle peut plus, c'est pas possible. La maladie de Ménière, c'est une maladie qui vous tombe dessus n'importe quand. C'est ingérable. On peut pas être dans un avion quand on a ce genre de problème. Donc voilà les 3 populations. Ceux qui commencent et puis qui vont avoir une pathologie ORL, un gros historique ORL, et qui ont vraiment envie de faire ce métier-là, il faut peut-être essayer de les voir en ORL pour être sûr savoir s'ils vont être capables, plutôt que leur faire croire de fausses espérances. Ceux qui sont suivis, qui sont des pilotes ou des hôtesses, qui commencent à tomber dans la routine, dans l'habitude, oui, je vais aller les voir régulièrement, mais en fait, je bricole. Ou alors, oui, j'ai mon rhume. Moi, j'avais un pilote d'Air Calédonie qui avait toujours une rhinite chronique allergique. C'est pas une contre-indication pour voler, sauf que comme il était motivé, qu'il voulait pas s'arrêter, il a volé en allant à l'île des Pins avec sa rhinite allergique. Et quand il est revenu en atterrissant sur Magenta, il a perforé son tympan parce que sa trompe de tâche était bloquée. Il ne traitait pas sa rhinite parce que c'est vrai, il a raison. Une rhinite allergique, c'est pas bien grave, mais sauf que quand on est dans un avion, ça peut vraiment être emmerdant. Et si le mec qui pilote, il perfore au moment de l'atterrissage, c'est un peu perturbant. Heureusement, il y a un copilote, mais enfin, au niveau des capacités, il peut être embêtant. Donc des petites pathologies qui paraissent anodines sur des rhinosinusites un petit peu mal gérées, c'est aussi votre travail de dire tiens, ouais, vous êtes pilote, mais n'oubliez pas qu'en décollant, atterrissant, voilà. On est beaucoup moins exigeant en aéronautique qu'en plongée sous-marine. Pour être membre de la commission de plongée, là, les plongeurs professionnels, moniteurs de plongée que je vois en plongée, eux, ils sont quand même beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, au bout de 5 mètres, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et de toute façon, c'est pas la peine d'emmener des gens si ça ne passe pas. Parce qu'ils vont laisser les gens descendre, mais eux, ils ne vont pas y aller. Donc, on est beaucoup plus exigeant en termes de pression avec des gens qui plongent, mais moins exigeant en termes d'audition. À l'inverse, les pilotes et le personnel navigant, on est un peu moins exigeant en termes de pression, parce que quand même, la dépression se fait beaucoup plus lentement. Mais par contre, en termes d'audition, on est encore un peu exigeant. Moins qu'avant. C'est ce que disait mon confrère, le docteur Jacquiot. On est quand même moins sévère avant. Mais moi, contrairement à lui, celui qui descend en dessous de 35 décibels ou 50 décibels sur toutes les fréquences, là, ça ne va pas le faire, quoi. Donc celui-là, non. Pour l'instant, on n'a pas encore accueilli les sourds. Je mets un bémol là-dedans. Une fois, Daniel, il y a quelques années, avait eu la bonne idée de faire venir du personnel navigant d'Australie. Tu te souviens ? On avait fait un échange avec des gens qui venaient d'une compagnie australienne. Et moi, j'avais vu des hôtesses de l'air, parce que je ne sais plus pourquoi, pour quelle raison, on avait comparé nos méthodes avec les méthodes de contrôle aérien en Australie. Et dans la population, on avait dû en voir une quinzaine sur quelques semaines, il y avait une femme, elle était sourde de naissance d'une oreille, et elle travaillait depuis 30 ans dans une compagnie domestique d'Australie. Il ne faut pas avoir peur, la prochaine fois vous prenez l'avion en Australie, mais voilà. Il y en avait une autre qui avait une surdité bilatérale légère, mais qui était largement en dessous de ce que nous, on pouvait permettre. Et en fait, je pense quand même, et on est tous d'accord, on a lâché du lest, on a été obligé de lâcher du lest sur les mesures aéronautiques. Je ne parle pas pour les militaires, bien sûr. Je parle pour l'aviation civile, parce qu'en fait, c'est une poussée des anglo-saxons. Les anglo-saxons ont, un peu comme le PADI et la Fédération française de plongée. Vraiment, je fais des parallèles parce que ça y ressemble. La Fédération française de plongée est très exigeante. C'est quelque chose qui est issu des militaires, qui est très exigeante. Le PADI est beaucoup moins exigeant du point de vue médical. Beaucoup moins exigeant. Au niveau aéronautique, en ORL, je parle pour ma pomme, en ORL, au niveau aviation civile,
on a baissé. Parce que là, quand tu fais un examen, quand vous faites des examens, vous la voix chuchoter 5 mètres derrière pour dire 1, 2, 3, ça fait quand même sourire. Au niveau mesure auditive, faut quand même. Enfin, je trouve ça. Enfin, c'est autant rien faire, quoi, en fait. C'est pas vraiment. Mais c'est ce qu'on vous demande de faire. Mais c'est quand même un peu laxiste, quoi. Et heureusement, la technologie vient suppléer. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la vraie technologie qui vient suppléer les déficits auditifs des gens qui pourraient avoir des problèmes. Donc voilà les 3 grandes populations que je suis amené à voir. Pour vous dire, une otite séromuqueuse qui peut avoir lieu chez quelqu'un qui a une rhinite, effectivement, tant que vous êtes avec une pression à l'impédance-métrie, certains de vous, les médecins généralistes, ont des impédances-mètres dans vos cabinets. Je ne sais pas vous, mais il y en a qui en ont. Eh bien, si vous avez une impédance-métrie qui est à moins 200 et plus, on ne vole pas. On ne vole pas parce qu'en fait, en plus, quand vous êtes en l'air, l'air est sec, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, et donc on a tous connu ça, de décoller de Paris, ça va bien, etc. Puis dans l'avion, on commence à avoir un peu le nez sec, on pose à Tokyo, on redécolle, et là, on a des croûtes dans le nez, on n'est pas bien, etc. Et puis, on peut avoir des difficultés, pour ceux qui en ont, de difficultés pour décompresser. Donc, si vous êtes à moins 200 en impédance-métrie, si c'est un passager qui a mal à l'oreille, qui perfore son tympan, bon, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Si c'est le pilote, c'est emmerdant. Donc soyez exigeants avec le personnel navigant et n'hésitez pas, quand c'est dans vos patients, de leur rappeler les mesures vis-à-vis des traumatismes sonores, parce que là, ils jouent leur aptitude, en dehors de jouer du danger, c'est leur aptitude. Et s'ils ont des pathologies de rhinite chronique ou des pathologies vertigineuses mal étiquetées, parce que dans le mot vertige, là c'est l'ORL qui parle, alors là c'est un sac on met tout. Hein. Il y a les gens qui ont mal à la tête, des fois ils vous disent j'ai un vertige. Et donc en fait, donc dans le mot vertige, j'étais un peu surpris tout à l'heure, les AINS avec les vertiges, il faudra qu'on en reparle, parce que personnellement, je ne les connais pas ceux-là. Mais non, vraiment. Mais on en reparlera, hein, parce que dans le mot vertige, ce qui compte vraiment, ce qui est embêtant, c'est le déficit vestibulaire. Tu vois, il y a des gens qui ont une pathologie cervicale, ils vont dire j'ai un vertige. C'est pas un vertige, c'est une instabilité. Alors, quand ils marchent, ils ont des fois des petites instabilités. C'est de l'ORL pur. Je ne vais pas vous saouler avec ça. Mais quand tu es assis, tu n'as plus de vertige quand tu as un problème. Donc c'est pas un vertige, c'est une instabilité. Le vrai vertige, c'est celui qui vient dans certaines positions, quand il y a des cristaux. Alors, c'est pas des cristaux, c'est des otolithes, mais bon, on va dire des cristaux. Ou alors vous avez un vrai déficit vestibulaire, neuronite vestibulaire, neurinome, pathologie de Ménière, donc un vrai vertige qui peut toucher monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas de facteur de risque, c'est pas un fumeur, c'est pas un alcoolique, c'est pas un machin, c'est monsieur et madame tout le monde. Et là, il devient inapte, et avant de le remettre à l'aptitude, il faut lui faire une vidéonystagmoscopie pour vérifier. En lunettes de Frenzel, maintenant, on a des vidéonoscopies qui sont beaucoup plus performantes, dans le noir, si oui ou non, il n'a plus de nystagmus. Donc, ça, on le sait, on travaille ensemble quand il y a ce genre de pathologie. Mais vous qui êtes dans vos cabinets, vous pouvez avoir des gens, ça je suis embêtant, je suis pilote, je suis hôtesse de l'air, j'ai un vertige, qu'est-ce que je vais devenir? Je peux repiloter certainement, mais d'abord quand j'aurai plus de nystagmus, quand j'aurai plus de vertige. Quand on est sorti de la surdité, des trompes d'Eustache, des vertiges, en ORL, le reste c'est quand même anecdotique. Donc voilà, je voulais vous dire que vous êtes quand même effectivement certainement sollicité pour les futurs carriéristes. Et puis pour ceux qui peuvent avoir un problème de temps en temps, épisode aigu. Et donc après, c'est le traitement des otites séreuses, des sinusites bloquées, des choses comme ça. Mais il faut, à mon avis, vous pouvez difficilement être certain sur une otite séreuse, si vous n'avez pas fait d'impédance-métrie, de dire c'est bon, vous pouvez revoler, il n'y a pas de souci. Ça, c'est compliqué. Il vaut mieux revoir avec la cellule. Voilà pour l'ORL. Y a-t-il des questions ?